Eh bien, bonjour. On va débuter cette conférence. Alors, d'abord, merci d'être venus, aussi nombreux. Je vais dire quelques mots sur Anne-Marie Mamontoff. D'abord, je la remercie d'avoir fait ce déplacement depuis Perpignan pour nous proposer cette conférence. Alors, quelques mots, et peut-être qu'elle se présentera plus précisément ensuite. Donc, Anne-Marie Mamontoff est professeure à l'Université de Perpignan. Elle est sociologue, psychologue. Elle s'intéresse au niveau de la recherche aux questions des minorités, aux problèmes de l'identité. Donc on voit bien minorité, identité, on voit bien qu'il y a des liens avec notre réalité régionale et les travaux de recherche qu'elle mène peuvent évidemment nous intéresser. Anne-Marie Mamontoff est également directrice de l'UFR Tourisme Hôtellerie Internationale, donc toujours à l'Université de Perpignan. Donc là aussi, le lien avec le tourisme est évident par rapport à nos préoccupations locales. Et dernière peut-être précision, c'est par rapport à la thématique qu'elle va aborder aujourd'hui. Ça concernera donc la valorisation du patrimoine des minorités. Et donc c'est aussi une approche sociologique du tourisme. Donc voilà, Anne-Marie, je te laisse te présenter peut-être plus en détail et ensuite on t'écoute. Merci. Alors d'abord, je remercie très vivement Xavier Peraldi d'avoir eu l'extrême gentillesse de m'inviter. Je remercie aussi le Centre culturel de cette invitation et je suis extrêmement heureuse et honorée d'être parmi vous. C'est la première fois de ma vie que je mets un pied en Corse et je vous avoue que je suis sous le charme de cette île, le peu que je connais, puisque je suis arrivée hier après-midi. Et je trouve que vous habitez dans un endroit magique. Voilà. Alors, pour les présentations, Xavier Peraldi a tout dit. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet, dans cette magnifique salle. Je vous avoue, je suis un petit peu aveuglée par les lumières, intimidée par cette assistance nombreuse que je remercie déjà d'avoir eu la gentillesse de venir. Alors, moi, je vais vous parler dans l'intitulé qui n'est pas tout à fait le même que celui qui figure dans le programme. En fait, je vais vous parler de patrimoine immatériel d'une minorité qui est la minorité tzigane, et des processus inconscients de discrimination considérés comme un obstacle à la valorisation touristique de ces minorités. L'objectif de ce travail, donc, est de mettre en lumière que s'il y avait une reconnaissance d'un patrimoine culturel immatériel, que je vais appeler PCI, pour ne pas répéter toujours patrimoine culturel immatériel. S'il y avait une reconnaissance de ce patrimoine, cela serait évidemment un atout pour des minorités, telles les minorités tziganes, qui joueraient évidemment, qui permettraient que l'on porte un autre regard sur eux et qui leur permettrait bien d'autres choses. Seulement, cette reconnaissance d'un patrimoine des tziganes se heurte à ce qu'on appelle des mécanismes non conscients de discrimination, ce qui constitue un obstacle, nous allons le voir, un obstacle considérable à la mise en valeur touristique de leur richesse patrimoniale. Nous verrons au final que le tourisme ethnoculturel pourrait être une solution alternative. Alors, simplement avant de poursuivre, quand je parle de mécanismes non conscients, M. Peraldi vous l'a dit, je suis en psycho et en socio. Je suis professeur de psychologie sociale et de sociologie. Donc, ce travail a une approche, a une entrée qui est à la fois sur des mécanismes psychologiques purs qui relèvent de la psychologie expérimentale, mais aussi sur des problématiques de société actuelles. Alors, cette étude, parce qu'en fait, je vais vous parler d'une étude que j'ai menée
étude que j'ai commencée en 2008 jusqu'à présent, où j'ai regardé au niveau des appels d'offres de l'UNESCO, qui font donc chaque année, soumettent, proposent que les minorités du monde entier remplissent des dossiers pour expliquer leur patrimoine immatériel. Je reviendrai sur cette notion, de façon à classer chaque année, au titre de ce patrimoine, faire un classement mondial qui permet la reconnaissance et le classement des minorités dans le monde. Alors, en étudiant cet appel à soumission, eh bien, depuis 2008, je me suis aperçue, en fait, qu'il n'y avait pas de soumission des minorités tziganes. Il y a beaucoup de minorités dans le monde, beaucoup. Donc, on voit des quantités de groupes minoritaires qui soumissionnent au titre d'un élément ou de plusieurs éléments qui relèvent de leur tradition. Bien. Alors, je me suis posé la question et je suis appuyée, je me suis fondée sur l'hypothèse. Donc, l'hypothèse retenue ici, c'est que ces minorités ne postulent pas parce qu'elles craignent de s'engager dans un domaine valorisé et elles craignent de confirmer le stéréotype qui pèse sur elles, c'est-à-dire la plupart du temps, il s'agit de populations jugées très défavorablement dans tous les domaines par le hors-groupe, par l'environnement. Donc, cette hypothèse est fondée sur ce qu'on appelle des stratégies cognitives, ou on va dire des stratégies psychologiques, destinées à maintenir l'estime de soi. L'estime de soi est une notion en psychologie sociale centrale. Le regard que je porte sur moi-même, l'appréciation que j'ai de moi. Seulement, l'appréciation que j'ai de moi dépend fondamentalement du regard que portent les autres sur moi. Donc, je suis partie de cette hypothèse. Et je répète que ces personnes, ces minorités, préfèrent rester en retrait, vont mettre en œuvre des stratégies dont je vais parler et ne s'engagent pas dans un domaine valorisé, craignant donc un échec et la confirmation et la récurrence du stéréotype. Alors, d'un point de vue, je dirais, sur un petit peu les notions que j'utilise ici, les notions mobilisées, utilisées, je m'appuie sur ces stratégies psychologiques de maintien de l'estime de soi. Je m'appuie également sur la notion du patrimoine et très rapidement, que vous sachiez que cette enquête a été faite quand même avec un certain nombre de méthodes. Alors, d'une part, la socio-histoire de la culture tzigane qui va nous éclairer sur l'existence d'un patrimoine qui correspond aux critères de l'UNESCO. Également, une échelle d'attitude de 10 items qui est proposée à des non-tziganes pour voir le jugement qui porte sur des raisons de non-intégration des tziganes, mais aussi des raisons artistiques d'intégration sur un échantillon d'une centaine de sujets, et également des entretiens semi-directifs auprès d'une centaine de tziganes pour travailler, pour voir comment est-ce qu'ils mettent ces stratégies en œuvre. Et enfin, analyse d'articles de presse et d'appels d'offres de l'UNESCO pour voir comment sont déclinés les tziganes. Alors, mes propos vont se centrer sur 2 grands volets. D'une part, je vais rappeler très rapidement de quoi parle-t-on quand on parle des stratégies non conscientes, stratégies auxquelles nous faisons
tous rappelle, parce que ne rêvons pas, à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous faisons partie d'une minorité stigmatisée, ne serait-ce que les femmes font partie. Ce n'est pas une minorité, mais une majorité qui est souvent, on va dire, dans une catégorie discriminée. Donc, entendons-nous bien, ces stratégies, nous les utilisons tous. Donc, je vais parler d'une part un tout petit peu de ces mécanismes et bien évidemment, je rappellerai très rapidement de quoi parle-t-on quand on parle de patrimoine immatériel. Et ensuite, je rentrerai dans les résultats des différents éléments d'enquête. Je parlerai un petit peu de points clés du patrimoine immatériel des Tziganes, plutôt du sud de la France et de l'Espagne, et je donnerai les résultats des 3 enquêtes dont j'ai parlé, et une conclusion bien sûr. Alors, de façon rapide, sans vous assommer. Alors, quand on parle de stratégie non consciente, on parle d'abord de ce qu'on appelle la catégorisation sociale. La catégorisation sociale, ce sont des raccourcis que nous prenons pour nous éviter de réfléchir. Ce qui signifie qu'on va classer, on va répertorier des individus dans des catégories spécifiques. Ceux que nous avons classés dans la même catégorie, on va les cloner, on va les rendre similaires. Et ceux que nous classons dans une autre catégorie, eh bien, il apparaîtra extrêmement différent, beaucoup plus que ce que ça n'est en réalité, que l'autre catégorie. Ça veut dire que cette catégorisation à laquelle nous faisons référence sans arrêt nous amène automatiquement une lecture stéréotypée de l'autre. Si je suis dans un supermarché et je vois un gitan qui vole un œuf à l'étalage, je vais dire automatiquement, même si je ne suis pas raciste et que consciemment je ne le suis pas et que je rejette ce stéréotype, eh bien, il va s'activer et je vais dire, bien évidemment, les gitans sont tous les mêmes, ce sont des voleurs. Et puis si j'ai classé les juifs dans une autre catégorie, je vais trouver qu'il y a un abîme entre les juifs et les gitans, alors que ça reste des êtres humains qui ont beaucoup de choses en commun. Alors ensuite, rapidement, sur 3 stratégies que nous employons sans arrêt les uns et les autres. Eh bien, c'est d'abord c'est la comparaison descendante. La comparaison descendante, eh bien, par exemple, je suis une femme, je postule à un emploi, je ne suis pas retenue, c'est un homme qui est retenu. Et je vais me dire, finalement, j'ai pas eu la place, mais j'ai quand même, il faut bien dire qu'en France, les femmes, nous avons quand même une reconnaissance, même si je n'ai pas été prise, et je vais me comparer aux femmes afghanes. Je veux dire, mais quand même, il y a bien pire que moi. Les femmes afghanes n'ont accès à rien. Bien, ça veut dire que d'un point de vue de la valorisation de soi, de l'estime que je porte à moi-même, je vais me conforter en me disant, finalement, qu'il y a pire que moi. Ensuite, la seconde stratégie, c'est le déni de la discrimination. Déni de la discrimination, de nouveau, je postule et c'est l'homme qui a été pris. Je vais préférer m'attribuer la responsabilité de l'échec et dire, après tout, il a beaucoup plus de compétences que moi. C'est normal qu'ils aient pris un homme, il est plus compétent, et je vais m'auto-attribuer la responsabilité de l'échec parce que je ne veux pas admettre que je suis rejetée, que je suis discriminée. Enfin, la dernière, le désengagement des domaines valorisés. Eh bien, par exemple, je suis étudiante et j'ai un petit faible pour les filières scientifiques, pour les écoles d'ingénieurs. Et puis, au moment de m'inscrire dans une école d'ingénieurs, je vais dire quand même, je ne vais pas être au niveau. Je vais me trouver confrontée à une arène d'hommes. Ils sont beaucoup plus forts. Je ne vais pas m'engager dans ce domaine. Donc, quel est malheureusement le résultat de ces 3 stratégies? Eh bien, c'est qu'il y a un coût social élevé. Il y a un coût social élevé parce que, avec ces stratégies, finalement,
je m'écarte de la scène sociale et je ne veux pas prendre conscience que je suis écarté de beaucoup de domaines. Je suis écarté du domaine professionnel, politique, culturel, et cela condamne toute possibilité de faire évoluer le statut de la personne ou du groupe. Alors, enfin, pour terminer sur ces petits points théoriques, de quoi parle-t-on quand on parle de patrimoine immatériel ? Alors, vous le savez tous, le patrimoine, la définition traditionnelle de patrimoine culturel en tant que réalité physique regroupe des choses tangibles. Des sites géographiques, archéologiques, les ruines, les musées, les parcs naturels. Vous avez ici, le peu que j'ai vu, je dirais des sites palpables absolument magnifiques qui relèvent de ce qui est tangible. Et cette notion de patrimoine est élargie par l'UNESCO depuis 1999 à celle de patrimoine culturel immatériel, PCI. Alors, ce sera en 1992 que les États membres emploient pour la première fois ce terme, expression, donc patrimoine culturel immatériel, pour désigner la production spirituelle des peuples. Alors, la production spirituelle des peuples, c'est très important. C'est très important parce que on verra après ce qui motive l'UNESCO à créer cette très belle notion de PCI qui évidemment suppose l'élargissement de la notion du patrimoine, mais qui évoque essentiellement les traditions, les représentations, les communautés culturelles, la mémoire sociale. Et si l'UNESCO accroît son intérêt pour ce patrimoine, eh bien, c'est parce qu'il représente une source d'identité collective. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, puisque dans mes recherches, dans mon travail, c'est la psychologie interculturelle. C'est comprendre les différences, c'est comprendre les identités. Ce qui veut dire que ce patrimoine, pour moi, est un outil précieux, parce que finalement, il est donc source de diversité communautaire. Et cette création par l'UNESCO, finalement, s'est faite pour reconnaître, bien sûr, les spécificités culturelles, mais surtout, pour sauvegarder les identités régionales, quelles qu'elles soient. Sauvegarder les identités régionales qui, ne rêvons pas, sont mises en péril par la mondialisation. Et pas que la mondialisation. Alors, il s'agit bien de définir une notion qui relève de l'héritage, de la mémoire collective, des valeurs de chaque peuple. Et ces valeurs, évidemment, sont très liées aux événements de ce peuple, aux pratiques et aux lieux, aux endroits eux-mêmes. Qu'après environ 30 années de réflexion et de négociation entre les États membres, eh bien, l'UNESCO parvient à un consensus sur la définition de PCI. Donc le PCI, il s'agit des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances, des savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts, espaces culturels qui leur sont associés, et plus précisément, la Convention de 2003 stipule que ce patrimoine se manifeste dans les domaines suivants: les traditions et expressions orales, y compris les langues, et surtout les langues qui jouent un rôle fondamental, les arts du spectacle, donc la musique, la danse, le chant, le théâtre traditionnel, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, la connaissance concernant la nature et l'univers, les croyances partagées et bien évidemment les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
Dans tous les cas, j'insiste, cette définition correspond à la nécessité de maintenir les identités minoritaires, les identités régionales qui sont très, très remises en cause par les politiques uniformisantes, par les mobilités européennes, par la détérioration de l'environnement et par les mobilités touristiques qui font des ravages. Bien. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie. En fait, qui concerne les résultats. Alors les résultats, qu'est-ce que c'est ? Les résultats, eh bien, c'est d'abord parler un petit peu du patrimoine des Tziganes, pour ensuite donner les résultats de l'enquête sur les non-Tziganes, les résultats des analyses de documents, de presse, etc., et les résultats de l'enquête menée auprès des Tziganes. Alors, concernant la socio-histoire des minorités, je dis socio-histoire parce que l'histoire, pendant très longtemps, faisait partie de la socio de l'histoire. Bon, après, avec les années, le temps, les historiens ont voulu prendre leur envol et les sociologues aussi. Mais la sociologie est très liée à l'histoire. Alors, nous allons voir que ces minorités, les minorités tziganes, sont porteuses d'un très très riche patrimoine qui correspond tout à fait aux critères de l'UNESCO. Alors, quand on parle du patrimoine des Tziganes, alors simplement rappeler, quand je dis Tzigane, Tzigane, c'est le nom générique qui couvre, qui enveloppe toutes les minorités tziganes. Par exemple, les Gitans, les Roms, les Manouches, les Sintis, il y en a beaucoup plus. Et je dis tziganes parce que si je prends l'exemple des Gitans, c'est restrictif. Les Gitans sont les tziganes en provenance d'Espagne. Les Roms proviennent beaucoup plus de pays européens. Alors, concernant les langues qui font partie de la tradition, des expressions orales, eh bien, les tziganes, vous le savez, sont marqués par l'oralité et en raison de leur mobilité historique, ils ont vécu et ils se sont inscrits dans des environnements socio-linguistiques multiples. Donc à l'heure actuelle, on distingue une dizaine d'ensembles dialectaux. Pour vous les citer, quelques-uns: le balkanique, le carpatique, le russo-polonais, le finlandais, l'ukrainien, le kaldérari-lovari, ou vlax, le sinto-manouche, l'anglo-romani, l'ibéro-romani ou le kalo. Kalo, c'est chez nous, dans le sud. Il y en a d'autres. Alors, pour l'heure, l'identité tzigane se définit par l'appartenance à une communauté, communauté rome, communauté manouche, communauté gitane, par un mode de vie, c'est-à-dire par des pratiques plus ou moins sédentaires, totalement sédentaires ou un petit peu nomades. Le vrai nomadisme n'existe plus, c'est un vieux stéréotype, et un lien à un lieu, à un espace géographique et bien sûr une langue. Et les tziganes sont au moins bilingues et très souvent multilingues. Par exemple, les nôtres, dans mon département, eh bien, ils parlent l'espagnol, le catalan et le calo. Le calo, et le calais, c'est un dialecte, c'est un très très fort marqueur identitaire. Et parallèlement aux langues, nous avons un auteur, Jean-Pierre Geneuil, je le cite parce que c'est un gitan lui-même, qui a écrit un ouvrage magnifique, La symbolique gitane, dans laquelle il recueille des proverbes, des aphorismes, des contes, des légendes, et il met en lumière également la mythologie inscrite dans les mentalités tziganes. Et en fait, c'est un très beau livre sur la richesse spirituelle des tziganes. Bien. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne la langue. Puis je vais passer à un deuxième point qui concerne
plus directement, là aussi, les Tziganes de mon département, c'est la musique, c'est le chant, c'est la danse, c'est le flamenco. Hein. Le flamenco, c'est une modalité d'expression très, très typique en Espagne et dans le sud de la France. Et il apparaît donc au début du XIXe siècle en Andalousie, et il puise sa force créatrice dans la tradition des chants de douleur entonnés par les proscrits autant que dans les cultures musicales hispaniques et orientales. Alors, le flamenco se décline en plusieurs modalités, notamment en 3 modalités. Le chant, la guitare, parfois la bandurria, qui est un instrument qui ressemble à la guitare, et aussi la danse. Alors, on est là dans le domaine des arts et du spectacle, et tout cet ensemble est accompagné aussi par des petits instruments en bois, les castañuelas, qui vont de pair avec les palmas, hein, qui sont des petits coups de main rythmiques, mais aussi un jeu savant avec les souliers, qui sont autant les hommes et les femmes chose des chaussures à talons. Des chaussures à talons qui va leur permettre de faire tout un tas de sons rythmés au sol, tout à fait remarquables. Alors, je vais donner un exemple ici, parce que ce flamenco est un vecteur d'intégration, au moins dans le sud de l'Espagne, et il est très proche, cette utilisation qu'en font les gitans dans le sud de l'Espagne, eh bien, va nous rapprocher tout de suite de ce que constitue le tourisme ethnoculturel. Eh bien, vous avez un endroit, peut-être vous avez été, hein, à Grenade, c'est le Sacromonte. Le Sacromonte, c'est traduction montagne sacrée, où c'est un espace dans la montagne, dans des grottes, où les gitans ont aménagé des espaces plus ou moins grands, qui constituent leur domicile, mais aussi la scène de spectacle. La scène de spectacle où il y a il y a une estrade comme ici, hein, une estrade en bois, avec des magnifiques décorations dans la grotte. Il y a un bar où l'on peut boire toutes sortes de boissons, et ils font le spectacle le soir pour les touristes. Hein. Donc on a des autocars pleins de touristes qui vont dans ces grottes, et les étudiants. Grenade est une des plus grandes universités d'Espagne, une des plus anciennes, donc ils sont assurés, croyez-moi, d'avoir beaucoup de clientèle. Et ce spectacle, eh bien, les gens boivent, bien sûr, ils s'asseyent, et puis vous allez avoir le spectacle familial, les hommes, les femmes, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, qui dansent, qui chantent avec leurs robes, leurs costumes, les chaussures à talons, les castagnettes, les guitares. Et après, c'est un petit peu la concurrence entre les grottes, mais elles remplissent. Et nous avons d'ailleurs des grands artistes dans le domaine du flamenco, par exemple la Camboria, qui était une grande danseuse. Nous avons Paco de Lucia, Manitas de Plata, qu'on connaît bien à Perpignan, la mythique Lola Flores, n'est-ce pas, les Gypsy Kings, et il y en a d'autres. Alors, en dehors du flamenco, un petit peu moins connu, mais c'est la réalité, eh bien, les Tziganes sont associés à l'essor d'autres genres de musique. Hein. La musique hongroise, ou musique de cabaret, le chant folklorique russe, la rumba, le jazz. Ils mélangent plus récemment des instruments comme la flûte, le violon, et qui vont utiliser dans des genres musicaux comme le jazz, le rock, le blues, la salsa. Et on va dire que depuis des siècles, les Tziganes ont toujours baigné dans le domaine de la musique. Il ne faut pas oublier également que dans le spectacle, ils sont extrêmement associés au cirque. Hein. Au cirque, exhibition d'animaux, ours, singes, chèvres, etc. Le théâtre ambulant, les marionnettes, et nous avons également depuis 1950 des troupes entièrement tziganes, des troupes de théâtre,
Nous avons le théâtre Rome à Moscou, le théâtre Roma en Pologne, le groupe de gitans de Molly-sur-Maya en Espagne, etc. Bien. Concernant les rituels, les événements festifs, là, il y a une très très grande richesse qui n'est pas toujours visible pour les non-tziganes. Alors vous avez les mariages, vous avez les naissances et vous avez les funérailles. Alors, moi, ça fait beaucoup d'années que je travaille avec ces personnes, donc j'assistais à des mariages. C'est extraordinairement beau, et le côté rituel est quelque chose d'extraordinaire. Hein, le côté rituel, le respect du rite. Sachez en plus que les tziganes ne signent jamais un contrat comme nous, ne se marient pas ni à l'église, ni dans un temple, ni à la mairie. Hein. La parole donnée entre deux gitans, c'est suffisant. Vous voyez, nous, il faut qu'on signe un contrat, il faut qu'on tienne l'autre par le... Hein, on lui met la laisse et tout ça, c'est affreux entre nous. Hein. Mais les tziganes, c'est une parole donnée, c'est suffisant. Gare à celui qui va briser cette parole. Donc, c'est le rituel qui va les marier, hein, c'est pas le contrat. C'est pas le contrat qui va les attacher. L'attachement est moral, donc il est beaucoup plus fort que la signature d'un contrat. Alors, les funérailles, un non-tzigane ne peut pas assister aux funérailles. Alors, je termine sur ce point, sur le remarquable travail qu'ils font également sur la fabrication artisanale d'objets de bois, la récupération de matériel. Et c'est important de savoir, parce qu'on ne le sait pas trop, qu'ils ont aussi des talents concernant l'architecture et la peinture. Les expressionnistes sont nombreux. Ils peignent sur la toile, le verre, la pierre, et ces peintures donnent un rôle important à la femme, à la vie quotidienne, à la souffrance et à la liberté. Bien. Alors, donc ça, pour ce qui concerne quelques éléments du patrimoine des tziganes. Et je vais passer au résultat de ma première enquête. Alors, je ne vous ai pas apporté un rétroprojecteur parce que je trouvais que c'était pas nécessaire, puisque j'ai que 10 items qui seront vite explicités ici. Alors, comment j'ai fait cette première enquête ? Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une échelle d'attitude avec 3 possibles réponses. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sèchent quand vous leur posez des questions sur les gitans, donc je préfère dire bon, je ne sais pas. Bien. Et c'est important de savoir que l'échantillon comporte, bon, il y a quelques chômeurs dans l'échantillon, mais essentiellement, il s'agit de travailleurs sociaux. Hein, ça, c'est important de le savoir. Des gens qui travaillent à l'Agence pour l'emploi, des gens qui travaillent à la mission locale d'insertion, des assistantes sociales, des ASTD. Bon. Alors, il y a 10 items, 5 et 5. Les premiers 5 items, en fait, je vais interroger je vais proposer des assertions qui donnent en fait des éléments qui seraient un frein à l'intégration des tziganes. Et les 5 autres items, ce sont des atouts artistiques qui permettraient leur intégration. Alors, premier item, les gitans ne s'intègrent pas car ils vivent en communauté. Nous avons ici 100% d'accord. Ensuite, les gitans ne s'intègrent pas car ils sont démunis économiquement. 93% d'accord. Les gitans ne s'intègrent pas car ils ont un faible niveau d'instruction. 92% d'accord. Les gitans ne s'intègrent pas car ils vivent en dehors des normes de la société. 92% d'accord. Et les gitans ne s'intègrent pas car ils sont nomades. 86% d'accord. Donc, on constate qu'il y a quand même un consensus important sur une non-intégration, car ils vivent en communauté, qu'ils sont démunis économiquement, qu'ils ont un faible niveau d'instruction, qu'ils vivent en dehors des normes et qu'ils sont nomades. D'accord, hein, on est dans le cliché classique. Ensuite, je propose 5 atouts qui permettraient leur intégration. Les gitans peuvent s'intégrer car ils ont des capacités artistiques. 95%
d'accord. Les gitans peuvent s'intégrer car ils sont doués manuellement. 90% d'accord. Les gitans peuvent s'intégrer car ils sont créatifs. 89% d'accord. Les gitans peuvent s'intégrer car ils ont une culture riche. 73% d'accord. Et ensuite, ça c'est la question piège, les gitans peuvent s'intégrer car ils sont doués intellectuellement. Nous avons ici 6% d'accord, 6% d'accord et 62% de désaccord. Alors, ça veut dire que concernant les atouts, les gens s'accordent sur le fait qu'ils ont des capacités artistiques, manuelles, créatives, qu'ils possèdent une culture riche, même si le consensus baisse un petit peu. En revanche, les gens ne s'accordent pas sur le fait qu'ils aient des capacités intellectuelles et que cela soit un atout intégrateur. Alors, manifestement, le stéréotype du gitan vivant en clan, marginal, démuni, illettré et nomade reste très prégnant, malgré une sédentarisation maintenant historique. Et les gitans sont donc rangés dans une catégorie largement stigmatisée. Ce qui veut dire que les gens, de manière consciente, s'accordent sur une intégration des tziganes en raison des qualités artistiques, mais tout se passe comme si l'intériorisation dans les univers mentaux d'une catégorie jugée démunie, voire inférieure dans tous les sens du terme, l'emportait sur les atouts. Le fort taux de consensus de l'item sur les capacités intellectuelles, refusé comme atout intégrateur, est très significatif. Bien. Maintenant, je vais passer à la deuxième enquête sur l'attitude des pouvoirs publics par rapport aux articles de presse, par rapport au programme de soumission de programme. Enfin, le programme européen, programme de l'UNESCO. Alors, à l'heure actuelle, les gens du voyage, j'ai écrit exprès gens du voyage, en sachant que c'est une expression qui est utilisée par la presse, qui est utilisée par le monde politique, mais en fait, dans les gens du voyage, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des tziganes, il y a beaucoup de gens qui vivent de façon mobile, mais qui ne sont pas d'origine tzigane. Donc là déjà, bon, mais je l'ai mis, comme ça paraît dans les articles, à l'heure actuelle, les gens du voyage sont considérés par les institutions internationales comme les minorités les plus vulnérables d'Europe, cumulant des handicaps divers. Illettrisme, pauvreté extrême dans certains pays, chômage et dépendance de l'État dans d'autres, difficultés à accepter, voire impossibilité à accepter les normes éducatives, problèmes de santé souvent très graves, marginalisation, discrimination, ghettoisation, délinquance, etc. Bien. Les tziganes sont donc classés et répertoriés dans des catégories spécifiques, celles des minorités les plus démunies, tant au niveau économique que d'un point de vue culturel. Mais d'un point de vue culturel, ça englobe beaucoup de choses. Au nom de cette appartenance catégorielle, ils font l'objet de manière légitime et en toute bonne foi d'un traitement particulier. C'est ainsi que dans bon nombre d'appels d'offres de programmes européens, ils sont classés parmi d'autres groupes défavorisés, comme les handicapés et les femmes. Alors, vous savez, j'ai travaillé sur pas mal de programmes européens d'intégration des tziganes. Et je peux vous assurer que dans la plupart des cas, les tziganes sont toujours catégorisés avec les femmes et les handicapés. Bien. Alors, je vais citer souvent les objectifs énoncés correspondent toujours à des volontés d'améliorer les conditions de vie et l'accès à la connaissance. Je cite. Lutter contre la marginalisation des populations gitanes sédentarisées
est confrontée à des grandes difficultés d'adaptation aux sociétés dans lesquelles elle se trouve immergée, formation en vue de créer des activités fournissant des revenus, de la connaissance et de la reconnaissance sociale. Ça, c'est du répertoire de projet Leonardo da Vinci, 1995, programme que j'avais obtenu à l'époque pour l'intégration des minorités. L'UNESCO a proposé, à partir de 1994, un soutien pour la mise en œuvre de projets de développement culturel pour les Tziganes du sud de l'Europe dans les termes suivants. Une pochette d'informations sur la dynamique créative des Tziganes sera préparée sur la base d'un inventaire de leur expression culturelle dans le domaine des représentations artistiques et sociales. On espère que la diffusion de cette pochette contribuera à faire comprendre l'apport des Tziganes à la culture et à faire disparaître le nombre de stéréotypes sur leur mode de vie. Soit dit au passage, je vous informe que en 2006, la minorité tzigane espagnole, andalouse, a postulé au titre 2006, a postulé au titre du classement mondial, a proposé le flamenco et ça a été refusé. Bien. Actuellement, l'Union européenne relance la problématique de l'égalité. C'est très à la mode. Les notions de mixité sociale qui plaisent beaucoup à la sociologie contemporaine, la mixité sociale. Et l'égalité des chances sont, je dirais, au cœur des débats et des préoccupations. Égalité, mixité sociale, équité, n'est-ce pas ? Et je cite la phrase d'une collègue sociologue qui travaille sur ces questions. Lorsqu'on se réfère à la mixité, nous faisons appel à des conduites sociales qui se réalisent entre individus ayant des différences catégorielles et entre des groupes ayant des cultures différentes. Il s'agit donc bien de décatégoriser les groupes et les genres, hommes et femmes, pour favoriser l'égalité. Seulement, dans la réalité, cela reste une utopie totale relevant surtout du discours et très peu de la pratique. Bien. Alors, on peut constater à ce stade que malgré les volontés explicites des pouvoirs publics de lutte pour l'insertion de ces populations et de reconnaissance de leur culture, cette catégorisation ou discrimination positive maintient le clivage entre tziganes et non-tziganes et perpétue ainsi les stéréotypes et les stigmates qui pèsent sur le groupe discriminé. Ce qui veut dire que de manière consciente, il y a une volonté de lutte pour l'égalité des chances. Mais l'intériorisation sur le long terme des différences catégorielles et des stéréotypes active de manière non consciente des pratiques discriminatoires. Et je passe maintenant à la dernière enquête, et puis je passerai aux conclusions. Comment les gitans restaurent-ils l'estime de soi ? Comment font-ils appel à ces stratégies ? Est-ce qu'ils y font appel ? Bien. Ces 3 stratégies dont j'ai parlé au début. Alors, ça, il s'agit d'entretiens semi-directifs, donc passés auprès d'une centaine aussi d'hommes et de femmes. Et il faut rappeler que, on l'a un petit peu dit au début, notre identité se construit évidemment à partir de catégories sociales d'appartenance dans la société. Ces catégories, elles sont données d'avance. Ce n'est pas la même chose de naître dans une famille de ministres qui habitent dans le 16e, n'est-ce pas, que de naître dans une roulotte de gitans. Donc, les catégories correspondent à des conventions sociales. Elles sont données d'avance. Ça veut dire qu'il va falloir que nous vivions avec. Si nous sommes dans une catégorie qui est stigmatisée, montrée du doigt, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est gitan, parce qu'on est noir, parce qu'on est une femme, eh bien, il va falloir faire avec. Alors, nous avons là une partie, un panel de recherche en psycho-expérimental pur,
pour une fois, je vais dire, parce que je ne suis pas très partante pour la psycho de laboratoire, mais il s'agit là de résultats extrêmement très pertinents, hein, qui, ces 20-30 dernières années, nous montrent de façon très objective que même si nous sommes cibles de stéréotypes, parce que nous appartenons à une catégorie jugée, on va dire inférieure, eh bien, nous sommes capables de mettre en place des stratégies cognitives qui vont nous permettre de vivre bien avec nous-mêmes. Autrement dit, on pourrait croire que les populations stigmatisées ont une faible estime de soi, et bien c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Et en fait, ces stratégies se traduisent aussi dans notre jargon à nous par des biais perceptifs. Je vais biaiser la réalité, je vais biaiser ma perception de façon à m'apparaître, à me présenter moi-même sous mon meilleur jour. Alors, comme je l'ai dit, on aurait pu penser que les tziganes, extrêmement stigmatisés, ont une mauvaise appréciation d'eux-mêmes, et c'est loin d'être le cas. Alors, ils vont toujours s'arranger d'un point de vue cognitif pour préserver une identité valorisante. Alors, dans le cas des entretiens sémidirectifs, comment est-ce que j'ai procédé ? Eh bien, alors même si ça fait beaucoup d'années que je travaille avec eux, qu'ils me connaissent, quand on travaille, quand on essaye de faire parler les gens de façon sincère, eh bien, on se heurte évidemment aux mensonges. Hein. Les gens n'ont pas envie de dire qu'ils sont racistes. Les gitans n'ont pas envie de nous dire qu'ils ne nous aiment pas. Donc, ils vont nous dire des choses qui nous font plaisir. Donc, il s'agit de bâtir des outils qui nous permettent justement que les gens ne nous racontent pas, passez-moi l'expression, des bobards. Alors, si moi, par exemple, je demande à quelqu'un de la rue, et je l'ai souvent fait, je m'arrête, s'il vous plaît, monsieur, voilà, je mène une enquête rapide sur les minorités, je suis chercheur à l'université, pourriez avoir la gentillesse de me dire, c'est anonyme, je vais vous poser quelques questions, vous me répondez le plus sincèrement possible. Si je lui dis, monsieur, est-ce que vous accepteriez d'avoir un patron gitan ? Il me dit, oui, pas de problème. D'accord. Est-ce que vous accepteriez de partager votre chambre d'hôtel avec un gitan ? Oui. Ouais. Et ça vous gênerait d'avoir des voisins chez vous, là, une famille de gitans ? Bon, oui, pourquoi pas. Alors, si j'en ai 1 sur 100 qui me répond ça, je vais le croire. Mais si moi, j'ai mes 100 franchouillards qui me répondent que les gitans ne leur posent pas de problème, vous comprenez bien que c'est du pipeau. Alors, on a trouvé les psys, un outil qui est fabuleux. C'est ce qu'on appelle le questionnaire de substitution. Et c'est tout simple. Et là, je vais piéger mon interlocuteur. Et à ce même franchouillard, au lieu de lui dire, monsieur, est-ce que vous accepteriez de partager votre chambre avec un gitan ? Je lui dis, monsieur, voilà, j'aurais voulu vous poser quelques questions sur ce que pensent les Français. Pensez-vous qu'un Français accepterait de partager sa chambre avec un gitan ? Ah, va dire, mais bien sûr que non, madame. Là, j'ai la bonne réponse. Donc, le questionnaire de substitution, je fais répondre à l'individu, je le fais répondre à la place de quelqu'un d'autre. Là, le gitan, la gitane, si je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, est-ce que tu as besoin, pour avoir une bonne image de toi, est-ce que tu as besoin de te comparer à une femme comme moi, à une femme blanche, parce qu'on est les blanches pour eux, les paillasses ? Ou est-ce que tu préfères te comparer à une gitane ? Alors, si elle veut me faire plaisir, elle va me dire, non, mais c'est bien, les femmes, vous, ceci, cela, moi, non. Si je lui dis, écoute, dis-moi, est-ce que tu penses qu'une femme gitane, elle a besoin, pour avoir une bonne image d'elle-même, est-ce qu'elle se compare à une femme blanche, ou est-ce qu'elle se compare à une gitane ? Elle va dire, non, mais elle se compare à une femme gitane, bien évidemment. Alors, au niveau des résultats, alors là, je dirais que c'est unanime. Unanime, il est hors de question pour la communauté gitane, homme ou femme, de nous prendre en référence et de se comparer à nous. C'est hors de question. Déjà, pour les femmes gitanes, on n'est pas une référence. Hein. Donc, il est impensable de se comparer au groupe dominant, et l'appréciation, le respect de l'in-group, le in-group c'est leur groupe, hein, l'appréciation de l'in-group est largement suffisante pour maintenir une bonne image de soi. Qui plus est,
Les gitans donc n'accordent aucune importance au jugement de l'extérieur. Et en tout cas, en ce qui concerne les femmes, le respect des hommes leur suffit largement. Le respect avec un grand R, parce que sachez que dans les communautés gitanes, à l'autre différence, les femmes sont respectées par les hommes. Et ça leur suffit. Donc, je dirais que chez nous, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un respect des hommes envers les femmes. Mais bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, je passe à la seconde stratégie. De manière concomitante, les gitans préfèrent, en général, s'attribuer la responsabilité de l'échec plutôt que de reconnaître qu'ils sont méprisés. Alors, sur quoi je les fais parler, en l'occurrence? Eh bien, bon, les enfants gitans échouent à l'école, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et dans la mesure où vous les faites parler là-dessus, vous dites, bon, écoute, tu sais que les enfants gitans, en général, bon, ils n'ont pas des bonnes notes à l'école. Est-ce que tu pourrais me dire si tes voisins, la famille d'à côté, est-ce que tu penses que leurs enfants, ils échouent parce que les maîtres sont racistes? Est-ce que tu penses qu'ils échouent parce qu'en fait, ils ne travaillent pas? Ou est-ce que tu penses qu'ils échouent parce que les familles ne les encouragent pas? Et elle va me répondre, non, mais écoute, l'école, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et elle va me dire, tu sais, nous, on n'est pas fait pour l'école. On n'a pas une capacité d'attention. On n'est pas fait pour nous, les mathématiques, tout ça. On ne sait pas. On n'a pas votre intelligence. Bon, certaines réponses, on a un pourcentage de réponses quand même qui vont nous taxer de racistes. Non, l'école est raciste, mais je dirais c'est un pourcentage minime. Et enfin, la dernière stratégie, eh bien, on va les faire parler sur la possibilité, on leur rappelle qu'ils ont un patrimoine. Et on va leur dire, bon, mais écoute, pourquoi vous soumissionnez pas? Vous pourriez être classé au titre de flamenco, on a Manitas des Plata à Montpellier. Bon, et là, ils vont répondre que non. Hors de question que eux, ils soient candidats parce qu'ils ne seront pas classés. Donc, ils ne vont pas s'engager dans ce domaine. Alors, je vais passer aux conclusions. Alors, on va dire que théoriquement, la reconnaissance par l'UNESCO du PCI des Tziganes devrait permettre la sauvegarde de leur identité et la valorisation de leur culture. Ceci constituerait un élément fondamental pour amener progressivement une autre lecture chez le hors-groupe. Mais dans la pratique, nous l'avons vu, on se heurte aux mécanismes cognitifs non conscients activés autant chez les dominants que les dominés. Effectivement, nous avons vu qu'ils sont rangés dans des catégories stigmatisées et, à ce titre, ils font l'objet de traitements spécifiques par les pouvoirs publics, ce que on ne peut pas reprocher aux pouvoirs publics. Seulement, la discrimination s'engouffre de manière insidieuse dans des sociétés réputées modernes et démocratiques. L'Europe tente de promouvoir l'égalité des chances. L'UNESCO affiche une volonté de reconnaissance d'un patrimoine permettant la sauvegarde des identités minoritaires. Et dans tous les cas de figure, nous avons affaire au maintien de catégories discriminantes. Nous l'avons vu en 2006, refus du classement pour le flamenco. Les explications sont donc, à notre sens, ces explications ne doivent pas se réduire à invoquer des barrières racistes, même si on ne peut pas nier qu'il existe des barrages discriminatoires, bien évidemment qu'il y a des gens racistes. Mais il y a également des volontés et des politiques de lutte contre les inégalités. Et il faut prendre conscience, et c'est le but de ce travail, que l'explication se trouve en partie dans des mécanismes socio-cognitifs qui échappent à la conscience. Autrement dit, la discrimination est plus le fait de processus mentaux invisibles que le fait de volonté consciente de discrimination. La catégorisation des Tziganes en tant que groupe démuni
nécessitant des aides peut laisser croire, en toute bonne foi, que l'on combat efficacement les inégalités. Or, le processus de catégorisation sociale rapproche les tziganes entre eux, les rendant similaires et leur donne le sentiment qu'ils appartiennent à un genre bien différent du hors-groupe. Les tziganes sont complices à leur insu de leur domination. Par ce biais, ils condamnent toute possibilité d'amélioration du statut collectif, ce qui rend impossible leur entrée sur la scène occupée par le groupe dominant. Alors, après ces constatations, il nous semble que la valorisation du patrimoine tzigane doit emprunter d'autres voies que celle d'une reconnaissance unesquienne. Dans cette perspective, nous pensons qu'une politique de développement de tourisme ethnoculturel peut être un vecteur d'intégration économique et sociale, autant qu'un moyen de réhabiliter des communautés qui ont perdu la possibilité d'exercer leurs pratiques traditionnelles. Préserver et valoriser le patrimoine intangible est à l'heure actuelle l'une des priorités de l'industrie touristique. Quel dispositif, quels moyens, quelles procédures mettre en place pour que ce patrimoine soit rendu visible? Comment développer l'intérêt touristique envers ces populations sans les dénaturer et en les faisant bénéficier des retombées économiques? Le tourisme ethnoculturel est envisagé ici comme un moteur économique, oui, mais surtout comme un outil d'intégration humaine permettant à des groupes démunis et exclus de retrouver une identité et des ressources, de recréer le lien social qui a disparu en raison d'une ghettoisation, d'une pauvreté accrue et d'une délinquance importante, et l'application d'une politique de tourisme ethnoculturel doit contribuer également à redonner une place aux gens du voyage dans ce nouvel espace sans frontières qui incite à la mobilité des citoyens. Voilà, je vous remercie pour votre attention